Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres du journal. En France, le système de santé est au fil des années de moins en moins performant, alors qu'à l'inverse, le gouvernement augmente le budget alloué dans ce domaine. Pourquoi ce constat? C'est ce que tente de comprendre un député vosgien, vous le verrez dans ce journal. La proposition de loi visant à imposer une visite médicale aux conducteurs revient dans les débats de l'Assemblée nationale. Une mesure qui divise à la fois l'hémicycle, mais aussi chez les conducteurs. Explication dans cette édition avec 8 Montblanc. Le groupe LVMH ne cesse de développer ses activités. La célèbre marque de joaillerie Bulgari mise notamment sur le savoir-faire de nos territoires. Une politique en adéquation avec le gouvernement italien où le joaillier vient d'inaugurer une nouvelle manufacture tout près de Milan. Et puis, véritable monument de la radio et de la télévision à 95 ans, Philippe Bouvard nous livre les dernières anecdotes de sa vie dans un entretien exclusif qu'il m'a donné, un moment chaleureux à découvrir en fin d'édition. Alors que le budget alloué au système de santé augmente chaque année, les résultats sont de moins en moins bons. C'est le constat tiré par le député Christophe Negelen. Rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le système hospitalier, le député fait actuellement le tour des hôpitaux. Regardez ce reportage de Vosges TV lors d'une de ses visites. Le député vosgien du groupe Lyot, Christophe Negelen, est le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les difficultés d'accès aux soins dans l'hôpital public. Après le CHRU et la faculté de médecine de Nancy, le centre psychiatrique de Ravenel à Mirecourt, une petite délégation est en visite dans les hôpitaux d'Épinal et ici de Remiremont. Le but est réellement de pouvoir échanger tous ensemble pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut demain avoir une meilleure organisation, plus efficiente. On se rend compte qu'aujourd'hui, on met toujours plus d'argent dans notre système de santé, 105 milliards l'année dernière sur la partie hospitalisation. Et en fin de compte, on a un résultat qui est de moins en moins bon. Le député qui entend offrir dans son rapport une vision complète de la structuration du système de santé, en déminant notamment ce qu'il nomme une administrocratie beaucoup trop présente. Ici, dans sa circonscription du Massif, comme dans la plupart des hôpitaux, le gros point noir est bien identifié. Le directeur Dominique Chevaux, en partance pour Wallis et Futuna, y est confronté au quotidien. Il nous faudrait, pour faire tourner tous les services d'urgence tels qu'ils doivent tourner en fonctionnement totalement normal, il nous faudrait 72 médecins urgentistes et actuellement on en a péniblement 30. Plus d'urgence assurée la nuit ainsi à l'hôpital de Remiremont depuis 1 an. Pour autant, les acteurs de terrain et le député ne veulent pas noircir le tableau. En dépit d'une pénurie massive et durable de médecins à l'échelle nationale, quelques signes paraissent encourageants. On a beaucoup parlé de la maternité de Remiremont qui n'allait pas bien. Là, 10 accouchements depuis le début de la semaine. On a un nombre d'accouchements supérieur à ce qu'on avait l'année dernière. C'est quelque chose de positif. Le service de soins palliatifs, ça fait 7 ans que je me bats pour qu'il y ait un service de soins palliatifs dans les Vosges. On devrait en avoir un fin d'année, début d'année prochaine. Il y a aussi des choses positives. Une nouvelle dynamique de l'hôpital de Remiremont qui devrait être notamment soutenue par le renforcement d'activités engagées par l'État sur la base aérienne de Luxeuil-les-Bains. La patientèle haut-saônoise pesant lourd dans le fonctionnement global de l'établissement Romarimontain. Des particularismes locaux qui devraient étayer le rapport final du député Negelen qui doit rendre sa copie en juillet. C'est presque devenu, comme on l'appelle, un marronnier législatif. La proposition de loi visant à imposer une visite médicale aux conducteurs, notamment aux personnes âgées, a fait son retour à l'Assemblée nationale. Signé par une centaine de députés, ce texte prévoit de conditionner le permis de conduire à un examen médical. Plus de précisions avec ce reportage de 8 Montblanc, Kezia Poudou. Comme chaque semaine, Carmen Villa prend sa voiture. Rendez-vous médicaux et courses, tout un tas d'impératifs poussent cette femme de 76 ans à emprunter son véhicule. Un droit menacé par une proposition de loi, celle d'imposer aux conducteurs de plus de 70 ans une visite médicale tous les 5 ans. C'est vrai que quand on a un certain âge, on n'a plus les mêmes réflexes et tout. Mais les gens comme moi, ils ont toute leur tête. On est attentif, on fait attention à tout, on respecte le code de la route. Capacité auditive, visuelle ou encore cognitive, cette visite médicale devrait donc permettre de juger de l'état de santé des conducteurs ainsi que de leur capacité à prendre le volant. Une condition qui ne fait pas l'unanimité. On le voit tout au cours de la vie, on perd un peu de la vue, on perd de l'auditif, et à un moment donné on perd ses moyens. Je suis contre, mais par contre je suis pour la sensibilisation individuelle.
Portée par le député Frédéric Valletoux, cette proposition de loi présentée le 18 mars dernier ne concerne pas uniquement les seniors. Les moins de 70 ans devront également se soumettre à une visite médicale tous les 15 ans. Le 25 mars, une réforme visant à imposer un examen médical avant la première délivrance d'un permis de conduire a été validée, laissant cependant le choix aux États membres de le remplacer par d'autres alternatives comme un formulaire d'auto-évaluation. C'est difficile d'évaluer l'aptitude parce que le médecin va être tenu par deux choses. D'une part, la connaissance de son patient, si c'est le médecin traitant. Et ce qu'on peut craindre, c'est qu'effectivement, un patient qui aurait peur que l'on le dénonce d'une pathologie quelconque risque de ne pas consulter ou de ne pas le dire. Cette réforme du permis de conduire doit encore être validée par le Conseil et le Parlement européen. Au sein de l'Union européenne, 14 pays ont déjà instauré la visite médicale obligatoire. Le groupe LVMH continue de se développer. Le célèbre joaillier Bulgari vient d'inaugurer en Italie la plus grande manufacture de bijoux du monde. Une initiative destinée à préserver des savoir-faire ancestraux des territoires. Écoutons sur ce sujet le PDG de Bulgari ainsi que la secrétaire d'État du gouvernement italien en charge des entreprises au micro de Christophe Rigaud. Pour ce qui est de notre rayonnement international, je peux vous dire que nous nous appuyons sur toutes les grandes marques italiennes connues dans le monde entier et c'est la raison pour laquelle ce projet avec Bulgari aujourd'hui est extrêmement significatif car il démontre la capacité d'attirer en Italie des investisseurs internationaux de ce calibre. Comme vous le savez, le gouvernement de Giorgia Meloni a créé un ministère spécial à l'investissement et au Made in Italy et cela ne peut qu'inciter l'ensemble du gouvernement à prendre en compte ce challenge pour le futur. On est la seule collection hôtelière de luxe italienne, quand même, bien qu'on soit joaillier, et on est mondialement jusqu'à Pékin, et on est mondialement la collection joaillière qui a l'image la plus élevée, avec une autre collection joaillière par exemple, qui s'appelle Cheval Blanc, qui fait partie du même groupe. Donc c'est assez intéressant de voir que du groupe LVMH sont nés les deux noms les plus fameux de l'hospitalité, venant de maisons, une joaillière et une qui faisait des grands vins, ce qui est quand même assez surprenant. Avec les changements de conditions climatiques et l'augmentation des feux de forêt, le camping est devenu une pratique très encadrée. De nombreuses règles sont mises en place pour respecter les lieux, mais surtout éviter tout incident. En Martinique, l'ONF et la gendarmerie ont sensibilisé la population pour adopter les bons gestes. Regardez ce reportage de VIA TV sur place. C'est l'ONF et la gendarmerie. On vient vous faire une petite visite de courtoisie. On vient discuter un petit peu. On est en visite de tous les camps. Sensibiliser les campeurs, leur rappeler les consignes pour protéger la nature. Il faut vraiment utiliser charbon de bois. Pourquoi? Parce que, en fait, à force, si on coupe du bois et si on ne protège pas cette forêt, vous allez vous retrouver sur des plages où il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Hier soir, nous avons des campeurs qui ont mis directement le feu au sol pour que ça puisse faire de la fumée, pour chasser les moustiques, sachant que c'est interdit, les feux au sol. En plus, sachant que nous sommes en période sécheresse, donc la braise avec le vent peut partir directement dans les bois et créer ensuite un incendie. Pour ce feu, les campeurs peuvent recevoir une amende de 135 €. Mais durant cette période de forte affluence, la sensibilisation est mise en avant. C'est essayer de faire passer les bonnes pratiques. On se rend compte que petit à petit, il y a une prise de conscience des bonnes pratiques pour éviter la dégradation de l'environnement. Un site courtisé aussi par les tortues. Et durant ces périodes de ponte, les campeurs doivent adopter les bons gestes. Jamais l'approcher à moins de 10 mètres. Voilà. Pas de flash, pas de lampe, pas de musique intempestive, le silence. Et vous éteignez toutes les sources de lumière, quelles qu'elles soient. Et vous laissez la tortue faire sa ponte. Et ne pas faire de feu de camp sur la plage. Avec la chaleur du sable, ça va cuire les œufs dans le nid. On fait attention, on respecte l'environnement. Tout autre chose maintenant, beaucoup de sportifs professionnels rencontrent d'importants problèmes financiers pour vivre de leur passion. Certains font le choix de s'engager dans l'armée française et de défendre leur pays. Pour quelles raisons? Réponse avec ce reportage de Télé Grenoble au sein d'une brigade d'infanterie de montagne. Regardez. Sous ces tartes de chasseurs alpins se cachent des athlètes de haut niveau engagés dans l'armée de terre. En tout,
50 sportifs composent la compagnie hiver de l'Armée des champions. Une unité un peu à part qui offre à ses athlètes de quoi vivre de leur sport. Parmi eux, le snowboarder Merlin Surgé ou le biathlète Antonin Guigona, qui a troqué la carabine pour le fusil d'assaut de l'armée française lors d'un entraînement avec la 27e brigade d'infanterie de montagne. Il n'y en a qu'une dans le carton. J'ai rejoint l'armée après les Jeux Olympiques de 2018. Et avec mes premiers podiums en Coupe du Monde, j'ai pu prétendre à entrer dans ce collectif, l'équipe de France militaire de ski, et puis enfin devenir professionnel dans le ski grâce à la solde militaire. Le travail d'un athlète ne se limite pas aux entraînements et aux compétitions, ils doivent aussi trouver des sponsors pour gagner leur vie. Avec l'armée, le salaire débute à 1 400 € par mois, le même qu'un militaire au même grade. En échange, il défend son pays sur des compétitions bien loin des champs de bataille. L'athlète n'est pas un soldat comme les autres, l'athlète n'est pas engagé pour aller au combat. L'athlète est là pour rayonner, performer et porter haut les couleurs de la France et les couleurs de l'armée des champions. Mon rôle premier, c'est de me préparer pour la Coupe du Monde, pour être performant en fait sur la Coupe du Monde et donc représenter l'armée sur la Coupe du Monde. Donc je m'entraîne toute l'année, c'est-à-dire que je suis en stage avec l'équipe de France. Le but, c'est que je sois en forme pour performer. D'autres obligations les occupent, comme participer au défilé du 14 juillet ou aux Jeux mondiaux militaires qui ont lieu tous les 4 ans. Pour les athlètes, l'armée est aussi une sécurité à la fin de leur carrière. L'armée est assez riche à ce niveau-là, donc vraiment il y a tous les métiers possibles. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, notamment dans cette phase de notre vie où on passe à autre chose et on cherche à avoir un nouveau but, avoir un nouveau rythme, une nouvelle profession, quoi. 2 ans renouvelables, c'est le cadre fixé par les contrats de l'armée. Et à 10 mois des Jeux de Milan, même sous l'uniforme, la flamme olympique reste l'objectif. Feriez-vous vous-même le pari d'acheter un matelas reconditionné? C'est une activité en pleine expansion et notre partenaire Via Occitanie a rencontré la société Ecomatelas qui connaît une importante croissance de son activité. Immersion sur le site de production. Donc vous voyez, il y a énormément de matelas déjà prêts à être expédiés. Donc effectivement, pour suivre la croissance Ecomatelas, on avait besoin de place pour pouvoir stocker ces nombreux matelas. Comme tout entrepreneur, Jérémy Adjedj aime bien voir les choses en plus grand, plus haut. Depuis le début du mois de mars, son entreprise spécialisée dans le reconditionnement de matelas a investi les 1000 mètres carrés de cette usine installée à Vendargues. 1500 matelas fabriqués par mois contre 800 auparavant au siège basé à Saint-Onès à quelques kilomètres. La technique de production, quant à elle, reste toujours la même à partir de matières récupérées. On va venir du coup découper la partie haute du matelas pour venir vraiment récupérer le noyau du matelas. Donc c'est un peu comme un fruit abîmé en surface mais qui est encore intact à l'intérieur. Après on a du coup la partie assemblage du matelas, en l'occurrence la partie qu'on est venu récupérer sur ce matelas, on vient la coller du coup sur la mousse avec une colle certifiée Ecotex, toujours naturelle. Le matelas termine ensuite dans cette machine de désinfection à rayon ultraviolet pour éliminer acariens et punaises de lit. Depuis 2017 et son lancement, Ecomatelas a su convaincre une clientèle de particuliers et de professionnels dans l'hôtellerie. L'an dernier, la société a vendu 10 000 matelas, soit la moitié des ventes réalisées depuis son apparition sur le marché. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 75% des Français en 2024 qui ont acheté d'occasion. Donc c'est énorme, 3 personnes sur 4 qui achètent d'occasion, qui sont prêts à passer le pas et à acheter un objet d'occasion. La literie, c'est un petit peu particulier, puisqu'effectivement, c'est l'intime, c'est quelque chose qui est hygiénique. Donc on doit nous apporter de la pédagogie, de la réassurance vis-à-vis de cet objet et montrer que ce qu'on fait nous derrière en coulisses, ça permet d'assurer une hygiène parfaite aux produits et aux matelas. Une démarche, un prix aussi 30% moins cher que du neuf, qui s'exporteront bientôt dans les villes de Toulouse, Bordeaux et Lyon, où la marque doit installer ses prochains points de vente. Toujours en matière de savoir-faire dans nos territoires, la société Brin propose du mobilier fabriqué avec du carton. Une conception locale qui a su se démarquer en étant présent sur des événements d'envergure tels que le Tour de France par exemple. Reportage de LNTV Sarthe, Alexandre Ferrer. Des chaises, une table, voire même un espace détente. Tout en carton. Les spécialités de cette société sartoise. Depuis 10 ans, Brin propose une conception de matériaux bas carbone et en circuit court dans le milieu de l'événementiel. Le carton est disponible aux 4 coins de la France. Et l'utiliser, ça nous permet de limiter le transport énormément.
Des événements toujours plus grands. En 2016, l'entreprise produit 10 000 exemplaires de tabourets pour les spectateurs du Tour de France. C'est ce concept qui m'a permis de me lancer dans l'aventure Brin. Et puis là, on a l'exemple 2 ans après, tabouret officiel du Tour de France. On a travaillé en direct avec ASO. C'était un rêve. La prochaine commande est au Grand Palais à Paris, à l'occasion du sommet international pour la planète Change Now. On a la chance de les accompagner depuis 3 ans. On réalise pour eux l'ensemble des signalétiques. On a développé des produits sur mesure. Et on accompagne aussi sur la partie décoration, et notamment sur une scène qui fait 37 mètres de large sur 10 mètres de haut. Près de 800 pièces seront produites pour cette édition. Une partie est fabriquée au Mans dans cette imprimerie, une autre dans l'Orne. De l'impression à la découpe, une dizaine de minutes suffisent pour la mise en forme de ce chevalet. Là, on va vérifier le produit et ses pliages. Voilà, cette découpe-là, elle permet d'assurer un pliage et puis de donner la forme au produit. La préservation de la faune est un enjeu majeur. Pour cela, il est essentiel de suivre son évolution. Dans cette optique, des collectifs se réunissent pour observer, compter et analyser les populations animales. Puissance Télévisions a pu assister à une session d'observation dans la Marne. Regardez ce reportage. Numéro d'observation, le nombre total d'animaux surtout, et on compte impérativement également les chevreuils et les lièvres. Chaque année, au mois de mars, ces bénévoles se retrouvent pendant 2 semaines pour 4 sessions d'observation. Tous se réunissent au sein du GIC Argonne Sud, un groupement d'intérêt cynégétique. Leur mission, observer, compter, analyser. L'objectif, suivre l'évolution de la faune locale et ajuster la gestion des prélèvements de chasse en fonction des données collectées. Tous ces chiffres-là, ça va intégrer un carnet de bord. Et ce carnet de bord, on va l'étudier avec le CNPF, le Centre national des propriétés forestières, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la Fédération départementale des chasseurs et l'Office national des forêts. Et c'est grâce à ça qu'on va déterminer l'attribution qu'on va faire l'année d'après, donc le nombre de bracelets qu'on va attribuer à chaque société de chasse qui font partie de notre GIC. Après un brief précis, les équipes se dispersent en 4 circuits. Ce soir-là, c'est un parcours de 3 heures qui attend cette équipe avec une 50aine de kilomètres. Le comptage est aussi une façon de mieux gérer la chasse en apportant des données fiables. Sur le terrain, l'équipe de 4 chasseurs parcourt le chemin en voiture. Dès qu'un animal est repéré, il est tout de suite signalé. En fin de soirée, les données récupérées sur les 4 parcours sont croisées. Le but, obtenir un bilan précis de la présence animale dans le secteur. En tant que technicien à la Fédération des chasseurs, on a surtout pour rôle de conseiller nos adhérents, donc c'est-à-dire les chasseurs, donc que ça soit pour gérer leur territoire de chasse, puis on a un devoir de formation et puis d'écoute de nos adhérents. Cette nuit-là, 392 animaux ont été observés. Sur les 4 soirs de comptage, 1712 animaux ont été recensés, dont une majorité de chevreuils et de lièvres. Le saviez-vous, même vos animaux de compagnie peuvent donner leur sang. Cela existe pour les chiens et les chats. Comme pour les humains, plusieurs conditions sont obligatoires. Regardez ces explications avec ce vétérinaire au micro de notre partenaire, La Dépêche du Midi. Le prélèvement lui-même, il va durer 10 minutes à peu près. En tout, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Le temps qu'on fasse l'examen clinique, les examens complémentaires, la tranquillisation, qui récupère la tranquillisation. Chien ou chat, on va avoir d'abord l'âge, entre 1 et 8 ans. On ne peut pas d'animaux trop jeunes, et pas non plus d'animaux trop âgés. Après, alors il y a une question de poids. Chez le chat, ça va être plus de 4 kg. Et chez le chien, plus de 20 kg. Et puis ensuite, être en bonne santé, pas avoir de soucis autres. Tout comme les vétérinaires justement qui doivent connaître les différentes races d'animaux, les paysagistes et horticulteurs quant à eux doivent connaître les différentes espèces végétales. Un concours national est même organisé pour les jeunes en formation. Immersion à Blanquefort en Gironde pour une épreuve de qualification régionale avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Regardez. Sauriez-vous reconnaître ce végétal d'un simple coup d'œil? C'est en tout cas ce qu'essayent de faire ces apprentis horticulteurs, paysagistes et pépiniéristes. Sentir, toucher ou observer, chacun sa technique. Pour moi, c'est de regarder bien la feuille quand même, le port aussi, le tronc. Puis essayer de voir la fleur si on a. Le toucher, déjà voir si ça sent. À l'occasion d'un concours régional de reconnaissance, feuille et stylo à la main, les 86 étudiants doivent noter le nom latin, la famille et la variété de chaque végétal.
Après une première épreuve en salle, la deuxième se réalise dans un écrin de verdure exceptionnel, le parc Majolan à Blanquefort. On change de place! Chaque participant a 1 minute 30 top chrono pour identifier 15 végétaux. Moi j'ai que celui-là et le acer campestri, mais le acer campestri il a que 3 feuilles. Au-delà du challenge, l'idée est d'assurer les bases pratiques des métiers de la filière du végétal. Il existe tout ce que vous voulez, vous pouvez faire ça avec ChatGPT, avec tout ce que vous voulez, mais si vous voulez être crédible devant un client, vous devez connaître vous-même les plantes. Comme un vétérinaire qui ne connaît pas les races de chiens. On ne lui ferait pas confiance pour soigner son animal. La semaine dernière, c'était Alain Madelin qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. L'ancien ministre et député a répondu aux questions de nos partenaires. Écoutons-le tout de suite. Est-ce qu'il est empêtré dans une affaire Betaram? On sait que sa fille a révélé être l'une des victimes de violences de la part d'un prêtre, le père Lartiguet de Betaram, récemment dans Paris Match. Il a réagi lui-même en étant bouleversé par ce qu'il avait appris. Est-ce qu'il est empêtré dans quelque chose compliqué pour lui et qui va le gêner politiquement là? C'est d'un poids considérable. Je veux dire, le fait d'être empêtré, de voir les gens parfois détourner le regard, enfin, c'est humainement, sa fille, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement lourd à porter, extrêmement lourd. Et franchement, je lui dis, allez, surmonte ça, continue, fais ton boulot. Vous lui avez dit? Non, je ne l'ai pas dit, mais, vous lui dites mais il sait que je le pense. Vous lui dites il sait que je le pense. La France est devenue championne paralympique de cécifoot cet été. Connaissiez-vous cette discipline? Ce sport cache de nombreuses spécificités, à la fois techniques et humaines. Une initiation a récemment été proposée à des jeunes autour du travail d'équipe. TL7 était sur place, regardez. Ballon sonorisé et les yeux bandés. Grâce au cécifoot, ce groupe de jeunes découvre ce sport et ses règles adaptées. Organisé par Face Loire et ses partenaires, cet événement est le premier d'une longue série. En collaboration avec le district de football de la Loire. Donc on va faire 4 compétitions où il y a différents tournois, différentes phases. La finalité, c'est que le 5 juin, lors des Jeux de la diversité, les gagnants de chaque tournoi viennent se rencontrer pour participer aux phases finales. Parrain de l'événement, Patrick, non-voyant et joueur de cécifoot, échange avec les plus jeunes et leur apprend toutes les spécificités de son sport. On apprend à se déplacer sans voir. Donc soit au début en étant en contact avec un équipier et après à la voix. Et puis petit à petit, on va compliquer les déplacements. Au lieu que ce soit du linéaire, on va faire des slaloms. Et on va faire le slalom après avec la balle dans les pieds. C'est compliqué. Là, on a l'impression en fait de perdre le ballon. On essaie tout doucement de les emmener de manière un peu pédagogique et ludique à ce qu'ils commencent à découvrir le fait que si on veut réussir, c'est en équipe. Et une entreprise, qu'est-ce qu'elle demande à un jeune? C'est cette capacité-là à apporter à l'équipe, cette capacité-là à être utile dans une équipe. Donc un jeune, il a peut-être pas trop d'expérience, il ne peut pas être manager, il ne peut pas diriger, mais par contre, il peut apporter à l'équipe un dynamisme. Une initiative qui associe sport, inclusion et engagement citoyen et qui entend démontrer que l'insertion peut aussi passer par le jeu, l'écoute et la rencontre. C'est une trouvaille tout à fait inattendue qu'a fait un promeneur de Saint-Malo. Au milieu de son chemin se trouvait la plaque d'identité d'un soldat allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Une trouvaille précieuse qui révèle des informations sur son identité, mais pas que. Écoutons Éric Peil, responsable du mémorial 3945 de Saint-Malo, au micro de TVR à Rennes. Beaucoup de monde qui passe par là, et je pense beaucoup de monde qui l'a vu sans réaliser réellement ce que c'était en fait. C'est une chance pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un objet nominatif, donc on sait vraiment à qui il a appartenu. Mais c'est une chance aussi parce que ça a été trouvé sur la cité d'Alette, et donc ça fait partie intégrante de l'histoire de la cité d'Alette. Et puis on a une troisième chance, c'est que celui qui l'a trouvé, il a décidé d'en faire don au mémorial. On sait qu'il a été recruté au départ pour la mer du Nord, avec le petit N qui est devant, qui signifie Nordsee. Il y a son numéro de matricule, et puis l'année de recrutement, il a été recruté en 1940. C'est une icône de la radio et de la télévision. À 95 ans, Philippe Bouvard a toujours bon pied, bon œil, et il nous livre ses derniers secrets. Écoutons cette anecdote sur sa passion du jeu et des casinos qu'il m'a livrée dans son appartement à Cannes. J'ai été très joueur.
Un jour, je me suis fait interdire en France, c'est-à-dire on ne m'accepte plus dans un casino, ce qui était une façon de m'épargner des pertes trop cuisantes. Et j'allais jouer à l'étranger. Le jeu a été pour moi une façon de me sublimer, alors que j'étais un petit gars extrêmement normal et pas très beau et pas très intelligent. Mais pendant que j'étais devant le tapis vert et que la chance me souriait, j'imaginais être un grand homme. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.